est-ce que tu connais la différence entre un pyromane et le prochain adversaire de Nassourdine Imavov? Très honnêtement, non. Alors, un pyromane, il crame tout pour le plaisir, et le futur adversaire d'Imavov, il crame Aliskerov. Elle est, elle est pas mal, elle est pas Bon, mal. t'as rigolé, je la laisse dans le podcast. Je sens que je vais me faire allumer, mais c'est pas grave parce que je me fais allumer par des pyromanes. Et l'UFC 294, il est en feu. 3 combats ont été annoncés cette nuit. Imavov contre Aliskerov, Costa contre Chimaev et Oliveira contre Makhachev, la revanche. On va donc discuter des 3 combats. C'est pas une analyse, les amis, c'est plus un premier ressenti. Et je propose qu'on commence de manière locale. Donc, on va commencer par parler de Nassourdine Imavov contre Ikram Aliskerov. Et je vais te laisser la parole parce que moi, j'ai un avis, je vais pas dire bien tranché, bien du contraire, il est plutôt mitigé, mon avis. Mais j'ai envie d'entendre d'abord ce que toi, t'as pensé quand tu t'es réveillé ce matin et que tu as vu cette annonce. Bonjour à tous. Ikram Alisterov, Dagestanais, mais qui a jamais fait partie de l'équipe de Islam et compagnie, champion du monde de sambo, une seule défaite au brève. Je mets un peu le contexte rapidement, hein, Chris. Une seule Vas-y. défaite au brève contre Khamzat Chimaev, un combat qui dominait pas, mais sur lequel c'était vraiment 50-50 et il finit par prendre un uppercut qui le sonne. Je parle de ça parce que ça a son importance, je trouve. Mhm. Euh, ils ont un adversaire en commun avec Nassourdine, c'est Phil House, et qui a battu Yes. Nassour sur un combat mitigé ou une split Il a un peu bloqué. ouais, mais sur le troisième il perd pied quand même Phil House, donc un Mhm. combat très mitigé, mais effectivement ça fait 3 rounds alors que Ikram l'a pulvérisé dans le premier après avoir été sonné quand même. Toujours pareil, ça a son incidence. Voilà, ça c'est pour le contexte. Nassourdine sort d'une très très belle performance, je trouve. Malheureusement, le combat seul sur un no contest, mais on a vu un Nassour extrêmement fort et qui a pu montrer tout ce qu'il savait faire. Sur le papier, ça peut être dangereux puisque on sait que Kramaïsterov est champion du monde de sambo et que il avait beaucoup de liaisons et de chanoiseries. Pourquoi je dis il avait? Parce que je trouve que depuis même avant le Dana White Contender Series, 3-4 combats, il boxe beaucoup plus Mhm. et il utilise moins sa lutte en chaîne. On a vu d'ailleurs qu'au Dana White Contender Series, il s'est fait contrer 1 ou 2 fois par Mario Souza sur des sprawls et sur une lutte qu'il a peut-être un petit peu moins l'habitude. Mhm. De ce fait, je pense qu'il y a des choses à faire pour Nassour. Je pense qu'il peut le toucher. Et même si il faudra faire juste attention aux séances de sol parce que c'est pas qu'un lutteur, c'est aussi un exceptionnel grappleur Mhm. qui a de grosses soumissions, qui est très fort sur les kimura et même les Ouais. étranglements et qui a des positions très solides. C'est pas facile de se scrambler avec un mec comme ça. Il anticipe bien, il est fort en dogfight. Solide, il crame, mais quand même, compte tenu du fait qu'il boxe beaucoup et qu'il s'exprime debout dans la majorité de ses combats, c'est ça qui lui a valu sa défaite contre Khamzat et qui fait qu'il se fait quand même toucher parce que contre Philoz, on n'est pas passé loin du chaos non plus quand même. Hein. À un moment, il est vraiment stunté sur Ouais. un enchaînement de middle et un cross right hook, si je dis pas de bêtises. Donc, combat extrêmement difficile contre un outsider qui a qu'un seul combat à l'UFC, donc il peut le sortir du top 15. Donc, c'est un combat dangereux. Ouais. Dagestanais, franco-dagestanais contre américano-dagestanais. J'aime assez le choc. J'aime assez le choc. Je suis hyper hypé Ouais. par ce combat, mais je pense qu'Anassourdine peut sortir son épingle du jeu. Ouais, alors moi je suis également hypé, mais je suis un peu mitigé. Je trouve que c'est le genre de combat où il y a beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs en même temps, et c'est difficile de se positionner en est-ce que je kiffe ou est-ce que je kiffe pas. En tout cas, en tant que fan neutre de MMA, je kiffe le combat. Ça, il y a rien à faire. Ça va être un très très beau combat. J'ai regardé par curiosité les réactions à l'international parce que tu vas voir les réactions du MMA français ou francophone et puis tu vas voir les réactions du MMA international et c'est intéressant d'un peu voir les différentes opinions. Je pense qu'à l'international, tout le monde est très très satisfait de ce combat. Je vais rajouter quelques précisions. Tu l'as dit, hein, champion de sambo, 4 fois champion du monde. Dans plusieurs des tournois, il a eu l'occasion de rencontrer Amosov. Pour ceux qui ne connaissent pas, champion Bellator, 27 victoires, 0 défaite en MMA, et il l'a battu 2 fois. Donc vraiment très très gros niveau Ikram Aliskerov. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur lui?
Ouais, mais je te rejoins. Stratégiquement, il y a des choses à faire pour Aliskerov, mais je sais pas s'il aborde les combats de manière stratégique. Je pense que face à Imavov, il doit rentrer avec un esprit plus grappling et lutte. Parce que je pense que c'est là où la différence de niveau irait le plus à son avantage. Et tant que ça reste debout, c'est largement à la portée de Imavov, même si il y a des gros risques. Alors, moi, je suis mitigé. Déficit de taille quand même. Donc est-ce 6 qu'il va centimètres. boxer, ouais, et d'allonge. Donc est-ce qu'il va boxer quand même dans ces conditions? On ne sait pas. C'est ça. C'est en fait, tu viens de me dire ce que je voulais ajouter, c'était effectivement la différence de taille. On a Imavov 1m91, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, et Aliskerov qui n'est pas spécialement un petit, mais il est plus petit que Nassourdine. Il a 1m85 d'après Wikipédia. Je dis chaque fois d'après quoi, parce que les tailles, on a souvent des, des résultats différents selon la source d'information. Euh, Pourquoi je suis mitigé? Tu l'as dit, Aliskerov n'est pas ranké. Il est hors top 15. Il n'a qu'un seul combat à l'UFC. Les grands fans de MMA connaissent son nom. L'UFC sait ce qu'il vaut, mais les casuels ne connaissent Aliskerov que pour une seule et unique raison. On va pas se mentir, on va dire les termes. C'est parce qu'il était supposé combattre contre Paulo Costa. C'est la seule raison pour laquelle le grand public connaît son nom. Mais tu vas demander à des gars qui suivent le MMA depuis pas très longtemps. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a qu'un combat à l'UFC, qui n'est pas arrivé à l'UFC avec une hype particulière. Je veux dire, son combat contre Phil Hawes, les gens n'en ont pas parlé pendant des semaines avant qu'il n'arrive. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup à perdre. Il y a beaucoup à perdre et il n'y a pas grand-chose à gagner, étant donné que tu regardes loin derrière toi. En cas de victoire, tu prends quoi? Une place au classement. En cas de défaite, comme tu l'as dit, tu sors du top 15. Alors, c'est un très bon test par contre. Je trouve que stratégiquement, en termes de niveau, si il gagne, l'UFC va eux avoir la connaissance et la compréhension de ouf. Ok, Nassourdine vient de nous faire un gros résultat en battant Alice Karov. Le grand public n'aura peut-être pas cette réflexion, mais au final, ce qui importe le plus, c'est ce que pense l'UFC et peut-être ce que pensent aussi les fans les plus assidus, on va dire. Donc, il y a des raisons pour lesquelles j'aime bien, il y a des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup moins. Et en tant que, encore une fois, je me répète, mais là, en tant que fan de MMA pur, c'est un match-up qui est incroyable sur papier. Il y a des palmarès assez similaires. D'un point de vue style, ça peut offrir de très belles choses. J'ai vu un gars qui a commenté sur Twitter en anglais, donc un gars international qui dit Sneaky Fight of the Night. Donc ça pourrait être le combat de la soirée auquel on ne s'attend pas spécialement. Et c'est là où je dis que c'est aussi positif parce que c'est sur une très grosse carte. Et donc, si tu t'illustres sur une très grosse carte, tu as quand même pas mal à gagner. Donc là-dessus, il y a pas mal à gagner. Par contre, encore une fois, si tu perds par la petite porte, voilà, c'est plutôt contre-productif pour sa carrière, mais Ouais, il reste jeune. je te Ouais, il rejoins. reste très jeune. Après, il n'y a que Fernand Lopez qui pourra nous dire les tenants et les aboutissants de cette démarche. Mais je reste persuadé que le gagnant prend un top 10. Voilà, je suis sûr et certain que le gagnant prend un top 10. Moi, j'ai envie de te dire, c'est un très bon test pour Nassourdine parce que tu passes à Liskerov, ça veut dire, il n'y a aucune vérité dans ce sport, mais ça veut dire que pour moi, Bronson, c'est en dessous de Liskerov. Voilà ce que je pense très sincèrement. Je suis Et c'est d'accord. une pensée totalement assumée. Peut-être pas Cannonier, parce que Cannonier dégage une puissance debout, on l'a quand même vu contre Vettori. Je pense que c'est un step-up légèrement au-dessus. Et encore que, il n'est pas dit qu'un Ikram n'arrive pas à battre un Jared avec la lutte. Mais voilà, je pense que Mhm. l'UFC est au courant de ça. Alors sur le papier, c'est quand même dangereux parce qu'effectivement, tu tombes pas vers l'avant, pour reprendre l'expression chère à Fernand. Je pense que tu Ouais. sors clairement du top 15 si tu perds. Par contre, tu gagnes, tu as l'assurance d'avoir un top 10 et, et je pense même pas très loin d'un top 5 parce que la catégorie est en plein mouvement et que tu as vu que il se peut que Drixus n'affronte pas Israël, qui, on en reparlera Mhm. lors d'un autre podcast, n'est pas forcément une mauvaise chose parce que quand tu sors d'un combat comme ça et d'un camp comme ça, faire un title fight à 6 semaines, on était pour moi déraisonnable. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre Ouais. débat. On aura l'occasion d'en parler s'il y a un Strickland Adesanya. Mais c'est une caté qui bouge et tout peut aller très vite. Donc certes, c'est pas le combat à Mhm. Paris qu'on attendait d'un top 10 pour que Nassour puisse s'affirmer dans la caté. Et je te renvoie la balle en te faisant une constatation. J'ai l'impression que
il cherche plus à construire les carrières des combattants d'Europe de l'Est. C'est-à-dire que on peut prendre le cas de Abus qui a pris directement Strickland à son deuxième combat. On prend le cas d'Ikram qui devait prendre Costa et qui prend Nassourdine directement à son deuxième combat. Est-ce une volonté, est-ce un agacement de voir briller ces combattants caucasiens? Mais en tout cas, la réalité, les faits, et c'est moi je vais m'appuyer que sur les faits, c'est qu'aujourd'hui, des Khabib storytelling ou des Islam où ils vont faire 7, 8 combats avant de prendre des gars classés, eh bien, ça n'existe plus. Aujourd'hui, dès qu'il y a un mec qui arrive avec un gros record et avec un background de sambo ou pour le cas de Abus, une finale au PFL, on n'attend pas, on construit pas, on les met directement face à quelqu'un de chevronné pour les tester. C'est une simple constatation, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai remarqué ça un petit peu en découvrant ça ce matin. C'est très juste ce que tu dis et je pense qu'il y a peut-être une raison à ça. La raison, ce serait potentiellement quand tu regardes la carrière de Islam Makhachev, il a brûlé des étapes en termes de ranking. Il a eu un title shot alors que, enfin, tu vois, avant son title shot contre Charles Oliveira, il était fort critiqué sur le fait que t'obtiens pas un title shot normalement en battant Green puis Hooker, mais il a prouvé que il le méritait, qu'il avait le niveau pour et qu'il a roulé sur le champion alors que lui-même n'avait pas encore eu une adversité qu'il avait bien préparée à un title shot. Donc je me demande si l'UFC, ils se disent pas pour le moment, nous ce qui nous intéresse du côté dagestanais ou MMA de l'Est, c'est des potentiels futurs champions. Avoir des mecs de l'Est qui vont rester en dehors du top 15 ou à l'entrée du top 15, ça nous intéresse pas, ça vend pas bien. En Russie, il n'y a pas beaucoup d'achats pay-per-view, c'est pas un gros marché pour eux. Et donc effectivement, je me demande s'ils sont pas en train de se dire bon ben on les prend, on leur donne un match de chauffe et après on les fait monter directement très haut dans le classement, on teste, ça passe, on a une nouvelle hype de quelqu'un de l'Est, ça passe pas, on va encore leur mettre un combat non favorable et puis on les fait sauter de l'UFC. C'est peut-être ça, et comme tu l'as dit pour Magomedov, ils l'ont fait directement après, il avait fait un combat de 25 secondes à l'UFC Paris, on le met contre Strickland, ça passe pas du tout. Je suis curieux de voir s'ils voudront continuer à le construire par la suite. Ici, Alice Kerov, c'est encore plus abusé, presque. Ah non, c'est aussi abusé, quoi. Une victoire à l'UFC, assez expéditive, hein. Je pense que c'est 2 minutes 30, quelque chose comme ça, contre Phil Hawes. On va le taper contre Paulo Costa. Là aussi, c'était, ça passe ou ça casse, je pense. Et maintenant, on le met contre Imavov. Ça reste un gros challenge, hein, ça reste un gros step-up pour Alice Kerov. Mais encore une fois, si ça passe pour lui, ils peuvent construire sa hype et le faire monter très rapidement jusqu'au titre. Parce que je pense que ce genre de combattants, ils sont très bons pour l'UFC sur les cartes à Abu Dhabi. Mais pour le reste de l'année, à moins qu'ils soient champions, tu peux pas en faire grand-chose. Et c'est peut-être ça la stratégie de l'UFC. Ouais, je te rejoins. Je faisais ce parallèle parce que le manager de Sharapoudine avait également dit qu'il démarrait contre un mec classé, tu vois, donc c'était tous ces renseignements mis bout à bout qui me faisaient évoquer cela. Après, on va pas s'en plaindre, ça reste un match-up intéressant. Moi, je suis très curieux vraiment de ce combat alors je sais pas si c'est le combat qui me hype le plus parce qu'il y en a deux autres qu'on va décortiquer par la suite qui me plaisent énormément également. Cela étant, c'est quand même un combat. Ils sont en train de, les 3 premiers combats de cette carte sont extraordinaires et je suis très content de pas y être dessus comme l'année dernière parce que ça empêche quand même de profiter de la carte, de devoir coacher et avoir un fighter dessus. C'est clair. Égoïstement, moi, je suis quand même très content d'être à Paris. J'espère que les choses ne changeront pas via blessure ou pull-out et que je pourrai profiter de cette carte qui, sur le papier, démarre de façon exceptionnelle. Ouais, et on doit le notifier. Hein. Alice Kerov rate très souvent la pesée. Je pense qu'il a raté la pesée 3 à 4 fois dans sa carrière. Paulo Costa, pas un grand fan de la pesée. Chimaev, pas un grand fan de la pesée. Donc la carte est annoncée telle quelle. Je serais pas surpris qu'il y en ait deux, enfin que ça fasse de nouveau un bordel pas possible et on va se retrouver avec Chimaev contre Imavov la veille du combat, tu vois. Mais bref, en tout cas, c'est pas con de la part de l'UFC de mettre 2 combats middleweight avec des gars qui ratent souvent la pesée parce que au cas où il y a quelque chose, il y a potentiellement. Il y a du backup, exactement. Je voulais juste faire un petit point rapide en tant que fan neutre. Enfin, tu vois, si je me positionne comme fan neutre par rapport à ce combat, j'aurais un espoir, c'est qu'on voit un peu de tout. Qu'on voit du pied-point, qu'on voit du clinch et qu'on voit du sol. On a souvent embelli sur ce podcast les positions au sol de Imavov qui prend des bonnes positions de contrôle, qui cherche les frappes, qui a ce côté un peu vicieux dans ses attaques.
Mais Aliskerov, pareil. Aliskerov, la pression qu'il met au sol, elle est incroyable. Sa soumission sur Souza au Dana White Contender Series, elle est magnifique. Ce takedown où il va chercher direct le side control, il positionne sa tête pour pré-menacer le arm triangle ou je vais pas dire la Von Flue, mais au final, Makhachev, ce qu'il a fait contre Charles Oliveira, c'est un peu un genre de Von Flue à partir de la demi. Non, c'était pas contre Charles Oliveira. Qu'est-ce que je raconte? Non, C'était c'est juste avant. contre Dober. Contre Dober. Juste. Qui fait ça. Mais en tout cas, il pré-menace le arm triangle, ça lui permet de venir contrôler le poignet. Ensuite, il sort son bras, il le passe sous l'épaule et il va terminer la Kimura en 2 secondes. On voit un Souza qui tape immédiatement et qui a mal à l'épaule. C'est pour dire la pression qu'il met sur ses soumissions. Donc, profil très dangereux, très fort. C'est là-dessus qu'on insiste beaucoup sur ce podcast quand on dit que c'est un profil dangereux. Ça embellit la potentielle victoire de Imavov. Si Imavov gagne, c'est vraiment énormissime. Après, et je pense, comme tu dis, il a ses chances. Je pense que ce combat arrive au bon moment pour Nassourdine parce qu'il est en train, si j'en crois, après moi je fais pas partie de son équipe, mais si on en croit ses interviews récentes, il est en train de prendre du poids pour la KT et ça va être important parce que je pense que Ikram Aliskerov c'est un gros 84, tu l'as dit, tellement gros qu'il rate les pesées et pas de 500 grammes. À partir de là, sur un combattant qui est capable de changer de niveau, de mettre de l'incertitude et qui lutte, c'est important d'avoir un poids à peu près équivalent, au moins de pas être en déficit. C'est-à-dire que tu prends 2-3 kilos, c'est rattrapable. Si tu commences à être à 7-8 kilos, le bail est différent. Donc, je pense que voilà, vu ce qu'on a vu à son dernier combat, vu effectivement le fait qu'il se soit épaissi un petit peu, je pense que le combat arrive à point nommé et qu'il peut vraiment... alors, il peut pas nous surprendre parce que sur le papier, je comprendrais pas que ce soit pas le favori parce qu'il est classé et pas Ikram. Mais je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu et pas tomber dans le piège de la lutte et du sol. Ça peut se trembler, ça peut être intéressant. Je pense que les cotes de Paris, quand elles vont sortir, ça va être assez proche d'un 50-50. Hein. Je pense que c'est difficile à prédire ce qui peut se passer là-dedans. On aurait tendance à dire que si ça va au sol avec un Aliskerov au-dessus, il y a un avantage de son côté. Tant que ça reste debout, il y a un avantage du côté de Imavov. Mais ce statement ne signifie pas que Aliskerov ne peut pas ennuyer Imavov debout. Je pense qu'il a des armes qui pourraient l'ennuyer. Au même titre que si ça va au sol, Imavov aurait plusieurs flèches à son arc, comme on dit, pour pouvoir ennuyer Aliskerov. On va juste clôturer parce que tu parlais de l'uppercut que Chimaev a mis contre Aliskerov. Je pense que tu l'as souligné parce que Nassourdine est plus grand, ce qui signifie que toutes les armes qui viennent d'en dessous seront utiles. Les coups de genoux, les front kicks au visage, les uppercuts. Ça représente un très bon système anti-lutte debout pour rendre hésitant l'autre à shooter dans les jambes ou même à casser la distance. Et ça, c'est typiquement le genre d'arme que Nassourdine devra utiliser dans ce combat debout. Ouais, il y a un beau game plan. Il y a là le duo Fernand Lopez-Benjamin Sarpati. Il y a pas mal de choses à faire et il y a un beau game plan à mettre en place. Ils ont le temps en plus, c'est loin. Oui. Donc d'un point de vue stratégie, c'est hyper intéressant et hâte de voir ce combat. Transitons sur je ne sais pas si ça a été annoncé comme co-main event, mais en tout cas ça mériterait de l'être. Hein. Paulo Costa contre Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, ça fait plus d'1 an à ce moment-là qu'on ne l'aura plus vu. Son dernier combat était en septembre de l'année passée. Paulo Costa, ça remonte aussi à un petit temps, donc ça fait plaisir de les revoir dans la cage. Je touche du bois, je veux pas de jinx si le combat tient jusque-là. C'est un combat, on en parle depuis assez longtemps, depuis qu'il y a eu une petite altercation à l'UFC Performance Institute. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je suis pas curieux de voir ce que Chimaev va donner en middleweight parce qu'on l'a déjà vu à 2 reprises dans cette division, si je dis pas de bêtises, contre Gerald Meerschaert et à son premier combat à l'UFC contre Phillips. C'est une opposition de style, j'ai vraiment appelé ça comme ça. Je sais, Paulo Costa est assez complet, mais Paulo Costa met une priorité sur le pied-point, plutôt un striker. Du côté de Chimaev, on sait, c'est un gros lutteur. Il a des compétences en pied-point dans les guerres. Il a mis un gros KO sur Gerald Meerschaert à sa première frappe après 17 secondes. Mais ici, les deux doivent l'aborder de manière opposée. Chimaev, il doit venir dans la cage en disant il faut que je l'amène au sol parce que sinon ça va être une longue soirée pour moi. Et Paulo Costa, il doit se dire ok, je dois donner ma vie pour pas me faire mettre sur mon dos parce que sinon ça va être une longue soirée pour moi. De mon côté,
je pense que Chimaev doit être favori. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, déjà, première chose, ça veut rien dire, mais Tapology l'a annoncé en main card. Donc, ça veut dire que l'UFC nous réserve quelque chose encore. Pour que ce combat-là, ça reste mon avis, mais pour que ce combat-là soit pas co-main, c'est qu'il y a une deuxième ceinture sur cette carte. C'est une quasi-certitude pour moi. D'ailleurs, moi, je verrais bien une ceinture peut-être féminine à 135. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un avis comme un autre. Concernant le match-up, je suis mitigé. Khamzat, effectivement, on le présente plus, hein, mais je veux dire, être capable de combattre dans 2 KT, c'est être capable de combattre dans 2 KT. Après, est-ce que il va avoir un avantage qui va pouvoir être au-dessus physiquement à 84? Là, sur ce combat, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui, en Walter, fait aux alentours des 88 le jour du combat, et qui là sera, à mon avis, aux alentours des 92, 93, guère plus, parce que c'est son poids à peu près, pour ceux qui le suivent, qui ont eu la chance d'aller voir ce qu'il fait au All-Star, c'est le poids qu'il fait à peu près dans la vie tous les jours, donc il va pas prendre du poids, en tout cas je ne pense pas. Après, Costa, on sait qu'il s'entraîne à plus de 100 kilos, c'est quand même un très gros middle qui rate effectivement les pesées, pas de façon systématique, mais de façon assez récurrente. Donc, croisons les doigts pour que ce combat ait lieu. Et puis, s'il rate tous les deux la pesée, qu'il se fasse à 93, ce combat, comme ça avait été le cas contre Vettori. Vettori, ouais. Justement, parlons-en de Vettori. Moi, c'est ce combat-là qui me fait douter des performances de Costa, sincèrement. C'est-à-dire que je pense que Khamzat est... J'adore Marvin. Je sais que je suis d'origine italienne, donc j'en suis un petit peu fan, hein, j'avoue. Je m'en confesse bien volontiers. Et je pense que Khamzat, c'est un Vettori plus plus. C'est-à-dire que si on s'analyse, je pense que il est peut-être un petit peu moins complet avec les jambes que Marvin, mais il est meilleur en anglaise. Khamzat, en tout cas, il frappe plus lourd. Il a des facultés de déplacement meilleures que celles de Marvin. Il a une lutte et un grappling meilleur que celui de Marvin. Donc, et ça, c'est quand même un fan de Marvin qui le dit. Hein, donc, je pense que je suis objectif sur cette affirmation. Donc, s'il n'y avait pas eu ce combat et que je me référais que à ce qu'a fait Costa avant, j'aurais dit, attention, c'est quand même un sacré piège pour Khamzat. Après, malgré le fait que ce soit un catchweight, que Costa flirtait avec les 100 kilos le jour du combat, tu as vu ce qui s'est passé contre Marvin. Donc, j'ai tendance à me dire, c'est un combat test, on va quand même pouvoir tester le menton de Khamzat, parce que au moment où on se parle, Khamzat, il a été testé vraiment fort debout. D'ailleurs, 95% des coups qu'il a reçus à l'UFC proviennent d'une seule personne, Gilbert Burns, qui est quand même un ancien 70. Même s'il est athlétique, même si tout ce que tu veux, Gilbert Burns, c'est pas un gros 77, c'est un ancien 70, c'est un mec qui vient du jiu-jitsu brésilien au départ. Donc même s'il a augmenté son pied-point, c'est pas un boucher et c'est pas un 84. Donc au moment où on se parle, est-ce qu'on a testé le menton de Khamzat? Jamais. Pas en tout cas contre des gros et des costauds. Vettori, il a réussi à tirer son épingle du jeu parce qu'on a vu qu'il encaissait dur. Il a été touché, que ce soit en intermédiaire, sur des middle ou au visage, il a été touché à de nombreuses reprises et ça l'a pas empêché de rusher sur Costa et de gagner son combat en faisant ce que j'appelle moi du grind, c'est-à-dire qu'il collait, il touchait, il faisait tomber. Et voilà. Je pense que la seule interrogation qu'on doit se poser, c'est que pour faire ça à Costa, il faut prendre des frappes. Pour prendre des frappes et continuer le combat, il faut encaisser. Donc voilà, on va avoir une réelle interrogation sur... Parce que, je précise juste une chose, Paulo Costa, avec son niveau de jiu-jitsu, sa capacité à scrambler, c'est pas une personne que tu emmènes une fois au sol par round et que tu froisses comme ça. Il est capable de se relever de façon quasi systématique. Le temps qui reste au sol, quand c'est le peu de fois que c'est fait amener au sol, c'est assez court. Il végète pas au sol. À partir de là, tu sais que il va falloir, si Khamzat veut gagner ce combat, que ce soit au sol ou debout, il va falloir prendre des coups, en envoyer, avoir une grosse dépense énergétique, être capable de relancer sur des takedowns. Donc, ça va répondre en tout cas, ça va répondre à l'avenir de Khamzat à 84 et on aura un réel intérêt et de réelles réponses sur sa capacité à encaisser, à s'exprimer en pied-point sur ce combat.
C'est vraiment un chouette combat. Plus j'y réfléchis, plus je me dis j'espère qu'il sera en 5 rounds, j'espère qu'ils vont négocier pour que ce soit en 5 rounds parce que comme tu le dis, la division middleweight elle bouge beaucoup. Le vainqueur de ce combat, il pourrait être amené à demander le title shot. Bon là on en a parlé, Dricus a priori ne combattra pas contre Adesanya à l'UFC Sydney, ce qui signifie qu'on aurait potentiellement Adesanya pour Strickland pour la ceinture. Le prochain pourrait être Dricus, mais en cas de grosse performance du vainqueur entre Costa et Shimaev, celui-ci pourrait demander un title shot et selon moi, d'autant plus si c'est un combat sur 5 rounds. Même si on n'arrive pas au 5e round, même si on n'arrive pas au 4e round, le fait que ce soit prévu sur 5 rounds, ça nous permet de voir comment Shimaev aborde ce genre de combat. Ici, moi, ce qui me fait peur du côté de Costa, et c'est pour ça que je mettrais Shimaev en favori, c'est, alors je sais que ça remonte à il y a 5-6 ans, mais Bang Bose a quand même réussi à amener Costa au sol 2 fois, à le contrôler un tout petit peu, et on va pas se mentir, Shimaev techniquement est 2 milieux au-dessus de Bang Bose. Et Costa n'a finalement pas affronté de réels lutteurs. Alors je sais, il y en a qui vont dire ouais, mais Romero, bon, Romero c'est un excellent lutteur. Il a jamais vraiment utilisé sa lutte en MMA et certainement pas contre Costa. Luke Rockhold, c'est pas un lutteur, c'est un très bon grappleur. Et d'ailleurs, il réussit à mettre au sol Costa une fois aussi. Donc voilà, moi. Comme d'habitude, tout va se jouer sur les 15 premières secondes avec Khamzat. Khamzat, on sait qu'il va shooter dans les jambes dans les 15 premières secondes. Costa doit s'y attendre. Est-ce que Costa sera capable de défendre les premières? C'est totalement possible, tu l'as dit, il est athlétique, il est lourd. C'est difficile de l'amener au sol, à mon avis, dans les premières reprises, enfin dans les premières secondes d'un combat, à voir comment le mental de Khamzat reste et tient si il réussit pas sa première amenée au sol, parce que la seule fois où c'est arrivé, c'était contre Gilbert Burns, il shoot, il réussit pas, et après on voit que son jeu est un peu démantelé, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, il y a beaucoup qui va se jouer dans les 15-30 premières secondes. Ce serait marrant de voir un Khamzat feinter une amenée au sol et partir sur un overhand pour un peu perturber, parce que là je pense que voilà, Costa il aime bien se faire passer pour un débile, mais il ne l'est pas du tout, et je crois qu'il va s'attendre à ça de la part de Shimaev. Ça me ferait rire d'ailleurs qu'il commence sur un genou sauté à la Jorge Masvidal. Mais en tout cas, c'est un combat qui fait kiffer sur papier parce que ça peut partir dans tous les sens. Ça peut durer 45 secondes d'un côté comme de l'autre, comme ça peut durer jusqu'à la décision. Selon moi, ce qu'il y a de certain, c'est que ça va être très actif, très engagé, et j'aime beaucoup le combat du coup, parce qu'aussi, comme tu l'as dit, ça va répondre à pas mal de questions qu'on se pose des deux côtés. Est-ce que Costa est capable de revenir de voilà sa défaite contre Adesanya? On va pas se mentir, hein, on sent que ça a pesé sur son moral. Et Chimaev, on va enfin pouvoir se poser la question de son avenir en tant que potentiel futur champion ou non. Ça. Alors, main event. La revanche entre Makhachev et Charles Oliveira. Je n'aime pas. Et je vais te dire pourquoi. Je n'aime pas parce qu'on a entendu une interview de Charles Oliveira qui avait dit « Je serai pas prêt pour octobre » et je pense qu'il dit qu'il préfère décembre. Alors, il y a deux options. Si je me veux optimiste, je me dis que Charles Oliveira, il a été intelligent en termes de négociation. Il a dit dans une interview, octobre c'est trop tôt pour moi, je préfère novembre ou décembre, de sorte à ce que l'UFC lui court après et mette quelques billets en plus pour le convaincre, alors que lui, dans sa tête, il savait qu'il était prêt pour octobre et c'est juste une façon pour lui de négocier plus d'argent, ce qu'il mérite. Mais je ne sais pas s'il est du genre à faire ça. Et donc moi, je suis plutôt pessimiste et je me dis, il disait ça parce que c'était sincère pour lui. L'UFC a trouvé un moyen de le convaincre de finalement combattre en octobre et du coup, il prend le combat en étant pas sûr de sa propre préparation et face à quelqu'un qui t'a déjà battu, où ton excuse c'était déjà j'ai contre-performé, je suis pas fan. J'avoue que je suis pas fan. C'est pas qu'il y avait d'autres options pour Makhachev, mais celle-là était voilà, pour me motiver à regarder ce combat, il faut vraiment que j'arrive à me convaincre que Oliveira avait dit je serai pas prêt en octobre juste pour négocier. Et on va avoir Alors, du mal à me convaincre là-dessus. moi, je vais encore plus loin que toi. Je pense que cette déclaration était sincère et je pense que l'UFC a bien évidemment rajouté ce qu'il fallait pour le convaincre et ce pour deux raisons. La première, je pense qu'ils n'avaient pas envie qu'aujourd'hui il y ait du double champ à 70 et à 77 parce que on savait que Léon Edwards c'était une possibilité. Je trouve le match-up intéressant pour Islam, même si très dangereux parce qu'il est énorme, Léon Edwards comme Walter.
Et la deuxième chose qui me fait penser ça, c'est le combat de Francis Ngannou contre Tyson Fury qui a lieu une semaine après en Arabie Saoudite. Je pense que, je pense que pour ces raisons-là, ils vont faire une carte peut-être encore meilleure que l'année dernière à Abu Dhabi. Façon à essayer d'un petit peu de monopoliser l'attention là-dessus et de cannibaliser les ventes de pay-per-view. Je vais loin, hein, Ouais. dans la Mais je suis spéculation, d'accord parce que mais j'en avais parlé avec John dans le podcast qu'on a fait sur Musk Zuck et on disait effectivement que l'UFC allait certainement miser beaucoup sur l'UFC 294 pour un peu contrebalancer le combat qui aura lieu la semaine d'après entre Ngannou et Fury. c'est ça. Donc c'est pour ces raisons, j'espère en tout cas qu'il aura un vrai camp. Après, attends, l'argent, c'est important. Le MMA, c'est un sport dangereux qui nécessite d'être bien payé. Ça, j'en conviens. Cela étant, Charles, il gagne bien sa vie, il a déjà bien gagné. Aujourd'hui, je pense que la fin de sa carrière, son dernier run, parce qu'à mon avis, on n'est plus très loin de son dernier run malgré tout, c'est aussi pour sa legacy et tout ce qui va avec. Donc, je pense que ils ont pris le combat, c'est qu'il peut être prêt et en tout cas, et je veux pas être pessimiste, mais s'il perd, parce que c'est pas la fin. Donc, pas loin, hein. En tout cas, il y a quand même pas mal de nouveaux arrivants dans cette division aussi en lightweight. Il y a du monde, ça se bouscule un petit peu au portillon. Et je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Peut-être un dernier run, tu vois, mais je pense qu'il lui reste 2 ans à combattre, pas plus, et 1 an à très haut niveau, parce que les blessures se multiplient, il y a un ensemble de choses. Donc, j'espère, en tout cas, je m'en convainc bien volontiers que s'ils ont pris ce combat, c'est qu'il pourra être prêt. Et que c'est pas que pour la manne financière que l'UFC a bien dû ajouter. Ouais. Je te rejoins. C'est vrai que il a déjà bien gagné. Et par rapport aussi, il vient des favelas, donc en termes d'histoire, c'est incroyable, c'est ultra inspirant l'histoire de Charles Oliveira. Donc par rapport à ce qu'il a connu dans le passé, évidemment, il est très bien financièrement. Donc soit l'UFC a vraiment rajouté énormément, soit il a bien réfléchi avec son camp et il considère qu'il est possible d'aller chercher Islam dans un rematch. Après, Oui. alors, je vais juste dire un truc qui a peut-être que si tu regardes quand même le combat de Volkanovski, tu te rends compte qu'il y a quand même des choses à faire au sol et peut-être qu'il va aborder le combat d'une autre façon. Parce que moi, je trouve monstrueux Islam Makhachev. Je pense même qu'il peut aller chercher peut-être la ceinture au-dessus. Mais de façon totalement objective, le combat de Volka, il a plus fait apparaître quelques faiblesses malgré tout. Même si c'est une victoire et il n'y a pas à discuter sur la victoire. Je pense que c'est aussi peut-être sur cette raison qu'ils ont pris le combat plus vite que prévu et que ils ont peut-être spéculé sur une autre façon de peut-être de l'aborder. Ouais, peut-être moins insister debout, plus travailler sur les takedowns, accepter les amener au sol, un peu ce qu'il a fait contre Dariush au final, tu vois. Ouais, je te rejoins. Je pense que en fait, bon, on a déjà vu ce combat une fois. Donc pour le promouvoir, il faut regarder ce qui s'est passé depuis. Ce qui s'est passé depuis, c'est bizarrement, avec sa défaite, Charles Oliveira qui avait une hype autour de lui, qui avait tout le monde qui était fan de lui, il perd, plus personne n'en parle, plus personne, enfin j'exagère, hein, mais quasi plus personne, comparativement, ne le soutient avant son combat contre Dariush. Il gagne contre Dariush, son aura elle est revenue, tout le monde est de nouveau fan de lui, tout le monde est à fond derrière lui. Du côté de Islam, il gagne contre Volkanovski, mais on parle plus de la performance de Volkanovski que de la victoire de Islam. Et je pense que l'UFC va clairement jouer là-dessus. L'UFC va dire, Charles Oliveira a fait une contre-performance contre Makhachev, c'était pas lui dans ce combat. Pour preuve, regardez son combat d'avant contre Gaethje, regardez son combat d'après contre Dariush. Ok, les gens se disent, ah ouais, c'est vrai, là, il a contre-performé, c'est pas du tout le même rematch. Et puis de l'autre côté, en plus de ça, Islam a bien défendu contre Volkanovski, mais ça a montré des ouvertures, donc ça va être intéressant. Je crois qu'ils vont vraiment jouer sur ce narratif pour motiver les gens. Moi, je t'avoue que en termes de cote de pari, je resterai sur celle qui était définie déjà pour le premier combat avec un Islam Makhachev qui reste large favori. Je vais pas trop croire en ce narratif. Le combat m'intéresse. Charles Oliveira, il y a toujours un genre d'énergie quand il combat que j'adore vivre. Donc je suis à fond derrière ce combat à ce niveau-là, on va dire. Makhachev, j'adore le voir combattre parce que il fait partie des grands de ce sport en termes de compétences. Et donc quoi qu'il arrive, ça va être un beau combat. Je suis juste déçu parce que j'ai peur
qu'en cas de victoire de Makhachev, on se dise ouais, mais Oliveira l'avait dit, il est pas prêt, c'est de nouveau une contre-performance. Et bon, pour Oliveira, ça pourrait alimenter un dernier title run, comme tu le dis. Mais des Max Holloway, Volkanovski, quand c'est 2-0 et qu'on va chercher un troisième combat, c'est extrêmement rare. Ça demanderait à Charles Oliveira d'aller nettoyer 2 autres contenders. Et la division, elle commence à vraiment se dynamiser avec du 109 qui est très dangereux. Donc pour moi, c'est sa dernière chance. Il a sa Ouais, chance, mais c'est sa dernière chance. En cas de défaite, ça va être difficile de le voir retrouver un title shot, surtout si c'est Islam qui reste champion. je suis d'accord avec toi. Après, je parlais de 109. Oui, mais c'est du 109 à 15 mois. C'est-à-dire que il y a du Ouais. monde. Moi, j'ai particulièrement apprécié, euh, comment il s'appelle, Dawson. Mhm. Il y a Dawson, il y a effectivement Tsaroukian, Gamrot, Fiziev, ils sont pas enterrés, même si, Mm. ils ont perdu tout le temps. Il y a du 109 qui arrive dans cette caté, mais au moment où on se parle, le seul défi possible et valable pour Islam, c'était celui-là. Il faut pas, tu vois, Oui, c'était le rematch contre Volk, c'était le rematch contre Oliveira, ou bien tu devais aller chercher trop bas parce que les autres étaient sur c'est des ça. défaites. Et si tu voulais chercher quelqu'un sur une victoire, tu devais aller regarder à Tsaroukian pour un rematch, ce qui aurait potentiellement été intéressant, mais encore une fois, c'était regardé quand même très très loin Et moi, je derrière dans pense le que c'est un classement. petit peu tôt. Moi, je pense que c'est un petit peu tôt pour Tsaroukian. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et la dernière option, c'était le combat qui a lieu là, dans 2 semaines, le vainqueur entre Poirier et Gaethje. Mais tu sais que ça va être une guerre et tu sais que le vainqueur va pas s'en sortir indemne. C'est ça. Enfin, la probabilité que ce soit le cas, j'ai pas parlé en certitude, mais la probabilité qu'il y ait une victoire ultra dominante d'un côté ou ultra expéditive, c'est relativement faible. Donc l'UFC pouvait pas se permettre d'attendre ce combat pour annoncer quoi que ce soit. Donc le combat en soi est logique par rapport, en tant qu'UFC, c'est le combat que tu devais faire. Moi, c'est juste par rapport à la déclaration de Oliveira que Non, je mais je te suis rejoins légèrement, là-dessus. que je suis déçu. Ok, bah écoute, on a fait un beau petit tour de ce qui s'est passé pour nous la nuit, pour C'est les ça. États-Unis hier soir. J'ai super hâte pour cette carte, elle va être Ouais, incroyable. Je donc pense que l'UFC va continuer à la construire pour concurrencer Fury Ngannou. c'est ça. Petit récap donc de cela. Il y a Mohamed Mokaev aussi qui est sur cette carte. Donc pour l'instant, il y a 5 Dagestanais sur 4 combats. C'est c'est 6 Caucasiens sur 4 combats annoncés. Donc c'est bien. Tim Elliott pour Mohamed Mokaev qui peut rentrer dans le top, qui peut asseoir sa Mhm. place dans le top 10 de la KT. Et donc Nassourdine contre Aliskerov, Costa, Shimaev et Islam Makhachev, Oliveira. Et moi, je reste persuadé qu'il y aura une deuxième ceinture sur cette carte, puisque en règle générale, le Komen, il est annoncé, en tout cas, il est communiqué par le staff de l'UFC, si c'est le cas à Tapologie. Donc, Mhm. à mon avis, il y aura une deuxième ceinture sur cette carte. Le retour de Ronda Rousey contre, contre Pena. Ah, Il serait capable en plus. ils Il seraient serait capables. capable. Ils seraient capables. Tout est possible aujourd'hui. Ok, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi avec nous ce petit podcast d'actualité. J'étais avec Aldric. Aldric, merci pour ton temps. Les amis, on n'oublie pas le petit like, le commentaire et l'abonnement si ça n'est pas le cas. À très bientôt. Salut!